L'heure est grave. Actuellement, c'est gâté au sein de l'armée togolaise. Le journaliste Ferdinand Haïté vient de faire une nouvelle révélation qui change tout. Regardons la vidéo. Au moins une trentaine de minutes à l'armée togolaise, à notre armée, à nos frères d'armes, nos frères qui tirent les armes, aux militaires. Ils sont nos frères. Ils viennent de nos familles, ils viennent de nos maisons, ils viennent de nos communautés. On les connaît plus ou moins. La première question que nous devons nous poser est de savoir comment des gens qui étaient des civils, qui sont issus de nos rangs, qui ont vécu la même misère que nous, qui vivent même plus que la misère que nous, pourquoi dès qu'ils quittent les civils et qui se font enrôler dans l'armée, ils changent de comportement et ils deviennent des esclaves d'une famille? Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible que des gens avec qui on partageait le quotidien, des gens qui sont dans nos familles, qui sont dans nos maisons, qui connaissent la réalité de notre pays, dès qu'ils rentrent dans l'armée, ils deviennent une autre personne. Ils tuent leurs propres frères. Ils font des dégâts. Quand on les envoie pour frapper les gens, ils font des choses aveuglément. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils choisissent d'être des esclaves éternels d'une famille? Qu'est-ce qu'on leur prépare à manger? Comment est-ce qu'on travaille leur psychologie? Comment est-ce qu'on les travaille? Parce que il est important de parler aux militaires. Parce que nous le veuillons ou pas, j'ai toujours l'habitude de le dire, à moins qu'on soit un nez politique, à moins qu'on ne comprenne absolument rien de la politique au Togo, que ce soit des manifestations populaires, que ce soit demain je ne sais quoi, c'est eux qui ont la clé de la situation. C'est eux qui ont le dernier mot de cette situation-là. Même si demain, nous sortons par milliers dans la rue, c'est eux qui vont basculer du côté du peuple pour mettre fin au règne du tyran. Aujourd'hui, quand la cour de la CEDEAO dit que Faure Gnassingbé est totalement illégitime, il est illégal, tout le monde peut le déposer. Le peuple peut choisir de le déposer, comme l'armée aussi peut choisir de le déposer. Parce qu'au vu de tout le monde, il est totalement illégal. Et si quelqu'un le dépose, personne ne dira rien. Il y aura peut-être des condamnations au bout des lèvres. Et c'est le danger qui le guette. Et la seule chose à laquelle il s'accroche, c'est cette armée-là. C'est cette grande muette-là, qui elle-même aussi est victime de la dictature. Et pourquoi il s'accroche à eux? Il s'accroche à eux parce que c'est le seul pilier qui lui reste. Et nous devons parler aux militaires. Et en parlant aux militaires, c'est vrai qu'on le fait depuis, mais en parlant de plus en plus aux militaires, nous portons le danger dans la maison de Faure Gnassingbé. Nous lui faisons comprendre que les militaires qu'il a pris en otage et qu'il utilise contre nous, le peuple va lui reprendre son armée. Et quand on parle aux militaires, avec des voix qui portent, il ne va pas dormir. Vous savez que mes lives sont interdits dans les casernes. Même dans la police. Vous savez qu'ils ont interdit aux militaires d'écouter mes lives. Ils écoutent ça en différé. Mais les officiers, ils écoutent. Ils sont à la maison, ils écoutent sur les téléphones de leurs enfants, sur les tablettes de leurs enfants. Ils écoutent. Donc, il faut qu'on leur parle. Il faut qu'on leur dise que là où ils ont été esclaves jusqu'à maintenant, c'est bon. Pourquoi je le dis? Parce que la semaine dernière, je vais partir de cet exemple-là. Il y a eu un officier supérieur, colonel de son rang, qui est décédé à l'hôpital Dr Mafia.
à Toblikop là-bas. Et cet officier supérieur, selon les informations que j'ai pu glaner à gauche à droite, a été un très brillant officier, m'a-t-on dit. En tout cas, on m'a dit que c'est quelqu'un qui a eu un bac D avec 15 de moyenne. Après, il est rentré dans l'armée. Il a fait l'école des officiers, très brillant. Et aujourd'hui, je pense qu'à 56 ans ou 50 combien, 5 ans, il est mort. Il est mort pourquoi? Il est mort parce que il a été arrêté dans l'affaire Félix Katanga. Il s'appelle Colonel Ali. Il était à la FIR avec Katanga. Il a été arrêté dans cette affaire de Katanga. Il a été suffisamment torturé à l'ANR et c'est comme ça que ces problèmes ont commencé de santé. Et aujourd'hui, il n'est plus de ce monde. Et donc, c'est quelqu'un qui a choisi la fidélité à une famille, la fidélité à un clan, la fidélité à une communauté, que la fidélité au peuple. Et aujourd'hui, il meurt dans l'indifférence totale. Et pourtant, il avait tout pour avoir une très bonne carrière. Mais il a choisi pendant sa vie de militaire l'allégeance à une famille, à un peuple. Le général Katanga, qui est aujourd'hui dans les liens de la détention, qui doit être autour de 65 ans, 63 ans, 64 ans, je ne sais plus trop. En 2005, lorsque les jeunes officiers, et lui-même il était jeune à l'époque, disaient que les enfants des Yadema n'étaient pas suffisamment matures et qu'on ne pouvait pas confier le pouvoir à Faure Gnassingbé, Katanga, donc Félix Katanga, très zélé parce qu'il avait épousé une fille des Yadema, donc Babanam, il était le premier à menacer tous les autres officiers. Il a dit à certains que un beau ne trahit pas. Donc, il avait choisi la fidélité à sa belle famille, donc au Gnassingbé, que la fidélité au drapeau. J'espère que Faure Gnassingbé est là. J'espère que le ministre des Finances est là. J'espère que les responsables de l'OTR sont là. J'espère que le directeur du CENTIF est là. Tous ces gens-là. Alors, pourquoi... Je vais parler d'abord du procureur. Sa photo, s'il vous plaît. Alors, lui, voilà quelqu'un qui a été traumatisé par les Gnassingbé depuis 2004. Parce que quand il était juge, il a été fessé à Lomé 2 après qu'il ait libéré des Colombiens qui étaient impliqués dans la drogue. L'affaire a pris une tournure, on l'a convoqué à Lomé 2 et il a été fessé publiquement. Et depuis, il est traumatisé. Il n'arrive plus à prendre des initiatives. Il attend que les Gnassingbé lui disent il faut faire ci, il faut faire ça. Il est prêt à se coucher pour que les Gnassingbé lui marchent dessus. Il ne voit pas les détournements qui sont dans le pays. Il ne voit pas les questions de VIOL qui sont dans le pays. Mais quand il s'agit d'arrêter les petits journalistes, les mettre en prison, les activistes, il les menace. On va voir s'il est au courant ou non du dossier que je vais passer tout à l'heure. Vous pouvez le dégager technique. Le président de Aplusia, ou le directeur ou le président de Aplusia, le juge Abba Kime Abalo, voilà. Lui, j'ai fait ses éloges il y a dans un live, parce que quand il était au JIABA, moi j'ai suivi beaucoup de formations du JIABA, et puis j'ai suivi aussi d'autres formations de transparence, de TRACFIN, tout ça. Et donc, il y a 6 ou 7 ans, j'étais au Libéria, d'ailleurs avec le CENTIF, pour une formation sur les flux financiers illicites. Donc, tout ce qui concerne la corruption et ses éléments assimilés, tout ça. Et on a fait une très bonne formation avec des journalistes venus un peu partout de l'Afrique de l'Ouest. Et c'était lui le président. Et quand il est venu là pour clôturer les travaux, j'étais dans la salle.
c'était à Morovia, j'ai vu tout le respect que les gens avaient pour lui. Il y avait même eu un standing ovation pour lui quand il a fait son discours. Et donc, j'avais gardé ça en mémoire. Aujourd'hui, on l'a ramené au Togo et on l'a nommé à la tête de Aplusia. Depuis qu'on a créé Aplusia, est-ce que Aplusia a fait un seul rapport au peuple togolais sur ses activités en disant, on nous a créé, voilà le premier mandat, pendant 5 ans, on a fait telle activité, on a dénoncé tel prévaricateur, on a ramené tel montant dans les caisses de l'État, on a ramené autant d'argent, aucun rapport, rien du tout. Mais c'est des gens qui sont entretenus par le budget de l'État. Lui aussi, malgré que ce soit un bon magistrat, mais il est à la tête de Aplusia, il ne voit rien, absolument rien, rien du tout. Et donc, il ne voit rien passer. Il faut le dégager. Le directeur du CENTIF, voilà, lui, c'est normal. C'est un douanier, parce que le CENTIF, les membres du CENTIF viennent un peu de partout. Il y a la BCAO, il y a la douane, il y a des juristes, il y a des renseignements, il y a des magistrats et tout ça. Donc, c'est lui le président. La présidence du CENTIF revient généralement à un douanier. Bon, quand vous le voyez en même temps, vous savez que c'est un douanier. Ou bien, est-ce que j'ai menti? C'est un douanier. Donc, quand vous voyez sa forme, vous savez que c'est un douanier. Donc, lui aussi, voilà les membres du CENTIF. Le CENTIF est composé de 6 membres nommés par décret, pris en Conseil des ministres. Haut fonctionnaire ici de la direction des douanes qui assure la présidence, donc c'est lui, M. Akite. Un magistrat spécialisé sur les questions financières mis à la disposition du CENTIF par le ministère chargé de la justice. Un représentant de la BCAO assurant le secrétariat du CENTIF. Un chargé d'enquête, officier de police judiciaire détaché par le ministère de la Sécurité. Un chargé d'enquête, inspecteur des services des douanes détaché par le ministère des chargés des finances. Un haut fonctionnaire détaché par le ministère chargé de la Défense. Les 6 membres sont assistés par un personnel d'appui composé de juristes, d'économistes, de statisticiens, d'analystes financiers, d'informaticiens, de comptables et de secrétaires. Et donc, lui, parce qu'il est douanier, il ne voit que les comptes des gens qui sont dans la banque. Si aujourd'hui vous êtes un opérateur économique et qu'il y a quelques petits mouvements sur vos comptes à la banque, le CENTIF saisit la banque et gèle vos comptes. Mais quand il s'agit des bandits qui sont à l'OTR, qui entreposent des milliards, des centaines de millions dans les banques, lui, douanier qu'il est, il ne les voit pas parce que ce sont ses amis. Il faut l'enlever aussi. Maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi j'ai présenté ces gens-là? Je les ai présentés pour vous montrer l'inefficacité parce que le Togo a été classé en décembre le 3e pays le plus à risque dans le mois en termes de blanchiment d'argent. En termes de blanchiment d'argent, le Togo est le 3e pays de l'UEMOA. Donc, après le Togo, vous avez le Niger et puis je pense qu'il y a la Guinée-Bissau. Ou un pays comme ça, pas la Guinée-Bissau, un pays comme ça. 3e pays. Donc, c'est un pays à risque. Alors, quand je parle souvent de l'OTR, les gens disent oui, pourquoi Ferdinand fait ça? Ferdinand s'acharne sur les gens et tout ça. Mais l'OTR, c'est une structure qui détruit les entreprises au Togo, qui détruit les jeunes entrepreneurs, qui détruit les petits commerçants, qui détruit tous les jours que Dieu fait, les opérateurs économiques. Vous imaginez le nombre de sociétés que l'OTR ferme chaque semaine, chaque jour au Togo, le nombre d'emplois qui sont perdus, le nombre d'opérateurs économiques qui ont fait des AVC. On va avoir le dernier séminaire gouvernemental de Foy Nassimbe. Technique. Là où lui-même s'est exprimé d'abord. Voilà. Alors, le champion des anciens combattants, là, le champion des vauriens, là, il a fait une publication sur sa page Facebook pour nous dire que, si la technique peut permettre que je lise la publication, que c'était mercredi ou jeudi. Est-ce qu'on peut lire ça? Une capture d'écran de la publication elle-même.
Ok. Si la technique... ça vient, s'il vous plaît, la technique. Est-ce que tu as ça? Tu peux me retrouver là où il a fait la publication, ce qu'il a écrit. So jari quinto, on va faire bien mi cané miané. Et bien mi gars quoi, mi tourne avec pas fort. Je cherche la publication. Excusez-moi. C'est sur la page du président du conseil, c'est ça, non? Je cherche. Présidence du conseil du Togo, voilà. Truc de merde là. Voilà. Il y a un jour. Alors, qu'est-ce qu'on lit? Président du conseil. Non, il y a 2 jours. Lui-même, il a fait une publication sur sa propre page. Voilà, c'est sur sa propre page que je vais chercher ça. Voilà. J'ai ouvert ce jour, donc il y a 2 jours, donc ça doit être jeudi ou mercredi, le second séminaire gouvernemental de l'année dédié au levier d'accélération du développement du Togo. Une ambition nous rassemble. Doubler le niveau de vie moyen et réduire la pauvreté à moins de 15% d'ici 2040. Pendant 2 jours, le séminaire combinera la présentation d'éléments de diagnostic menés avec l'appui de la Banque mondiale, les interventions gouvernementales, les expériences des pays ayant réussi leur transformation économique rapide, tels que le Vietnam, l'île Maurice, la Corée, l'Indonésie. Notre méthode est claire. Anticiper, aligner, exécuter, mesurer. C'est l'exigence d'une gouvernance de résultats au service d'un développement inclusif et durable. Voilà. Et donc, ça, c'est le poste de Faure Gnassingbé. Et qu'est-ce qu'on voit sur les photos techniques? Si vous pouvez défiler les photos. Puisque Faure Gnassingbé, après 21 ans au pouvoir, après avoir vendu le DRSP, ou bien le DSRP, le DSRP, 1, 2, 3, je ne sais pas quoi. Après nous avons vendu le SCAP, après nous avons vendu la vision 2030, le PND, il sort de son chapeau magique un nouveau concept, vision 2040. Et il nous dit que lui, il a invité dans un séminaire gouvernemental